Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Ce matin, on parle des AVC chez les enfants. Donc, je suis accompagnée du professeur Komako Vignon, qui est chef de service de neurologie du CHU Cara, et de Dr Farid, qui est avec nous pour aussi parler de sa chronique dans un instant. Donc, professeur, tout à l'heure, nous avez cité toute une catégorie d'enfants, de nourrissons jusqu'à l'enfant. Là, on va parler un petit peu des grands enfants. Oui. Comment ça se manifeste aussi chez les grands enfants, c'est exactement ce qui se passe chez les adultes. Là, l'enfant parle. Il dira que son côté ne marche pas, ou bien on verra que la bouche de l'enfant est déviée, ou bien qu'il a des vertiges, il se sent comme sur un bateau ivre, ou bien qu'il a des maux de tête inhabituels. Et tout ceci fait rapidement consulter les parents avec l'enfant pour qu'on sache que quelque chose se passe. En fait, chez les enfants, la difficulté du diagnostic ou bien de la prise en charge réside chez les enfants qui ne parlent pas et qui ne sont pas encore... qui ne peuvent pas dire aux parents que j'ai tel ou bien j'ai... Donc c'est là où nous avons pu se développer. Et là, les signes, même en ce moment, le cerveau n'est pas encore complètement développé, donc les signes ne sont pas exactement point pour point ce qu'on voit chez l'adulte, mais globalement le déficit est là, et on a toujours un déficit, mais seulement que ce déficit, il faut vraiment examiner l'enfant avec beaucoup de minutie. Il faut savoir le chercher. Il faut savoir le chercher, et des fois, comme je le disais, quand on ne va pas chez la bonne personne, ce déficit peut être là, mais cette personne peut passer à côté, ne va pas voir qu'il y a un déficit. Maintenant, chez le grand enfant, c'est comme chez l'adulte, le déficit est clair, etc. Maintenant, ce que tous les AVC ne se présentent pas sous forme de déficit, c'est ça aussi qui peut faire, je dirais, errer un peu le diagnostic. Oui, donc, du coup, si ce n'est pas, l'enfant n'a pas un déficit franc, et il faudrait qu'il passe sur un spécialiste pour qu'on sache que l'enfant là est en train de faire un AVC. Habituellement, l'enfant présente des maux de tête atroces, inhabituelles, violentes, de façon brutale. Et comme chez l'adulte, et souvent c'est des hémorragies méningées pour lesquelles il faut amener ces enfants rapidement. Et comme je le disais au départ, les plus grands pourvoyeurs de ces AVC, c'est en fait les maladies du cœur, et chez nous, la drépanocytose. La drépanocytose parce que, et les maladies de sang, souvent, les hémophilies et autres, ils ne sont pas non plus pléthoriques dans la population. Et maintenant, comme je l'ai dit tantôt, des fois c'est par ces complications qu'on se rend compte que l'enfant avait un trouble ou bien inné de la coagulation ou bien un trouble héréditaire, et que voilà. Mais souvent, docteur, on dit que les enfants ont plus la facilité à guérir rapidement. Donc, quand on parle des nouveau-nés ou des petits-enfants, tout ça, mais comment ça se fait que ça aide pas plus pour la guérison Oui, en fait, ces enfants, ça dépend de la gravité. Si c'est un tout petit truc, le temps va corriger. Mais si c'est un AVC très grave, là, étant donné que c'est un cerveau qui est en pleine maturation, ça perturbe tout le système, parce que le cerveau, c'est lui qui met en place tout. Donc, la partie qui devait mettre en place un certain nombre de choses n'existe plus. Il faudrait que le cerveau et ce tout jeune cerveau commence par réajuster tout. Et donc, ça dépend en fait de la gravité. Donc, quand ce n'est pas très grave, il y a une certaine compensation qui se met en place pour que l'enfant puisse avoir une vie presque normale. Mais quand c'est très grave, on a les séquelles sont majeures. Et justement, quelles sont les conséquences? Les conséquences, l'enfant peut garder un côté qui ne marche pas du tout. Et en fait, quand c'est très avancé, et même le développement mental de cet enfant sera compromis, parce que l'enfant n'aura pas le même degré d'intelligence qu'il devait avoir s'il n'y avait pas eu cet AVC, parce que tout le processus était perturbé à la base. Donc, et en dehors des fonctions, puisque l'enfant n'avait pas encore mis... En fait, ça suppose que si l'AVC survient après la mise en place de tout, c'est-à-dire que la parole est là, l'enfant a commencé pas à marcher et autres, et ce n'est pas la même chose que si ça survient avant la mise en place de tout ce qui permet une vie normale d'une personne. Donc c'est pour cela que chez l'enfant, la gravité réside dans du moins le moment où survient l'AVC. Si ça survient déjà très tôt, déjà en intra-utérin, c'est plus grave. Quand ça survient dans la période de naissance,
ou on dit souvent périnatale, c'est aussi grave parce que le cerveau n'a pas encore mis. Donc quand ça se vient habituellement avant 4-5 ans, c'est pas bon non plus parce que ce cerveau n'a pas encore fini de mettre en place n'a pas encore fini de se déployer. Et donc, ici, c'est au moment où le cerveau commence à se déployer que cette incidence arrive. Donc, ça empêche le cerveau de se déployer complètement. Et donc, le risque chez l'enfant réside au moment où survient l'AVC. Donc, quand l'AVC survient chez un enfant plus grand, qui a peut-être 10-15 ans, c'est comme chez l'adulte, parce que tout est déjà en place. Et donc, ça perturbe aussi. C'est vrai que ce cerveau n'a pas fini complètement son déploiement, mais il a déjà mis en place la parole, il a déjà mis la marche, etc. Donc, en ce moment, si l'enfant est amené très tôt, on met en place un certain nombre de traitements qui permettent à l'enfant de récupérer ses fonctions perdues. Et comme c'est un enfant, la récupération se passe très vite. Parce que ce cerveau est toujours en croissance et donc ça, la mise en place des fonctions perdues se fait très vite. Maintenant, lorsque l'enfant n'est pas amené tôt à l'hôpital, c'est là où nous avons des problèmes parce que si on constate, on fait le diagnostic au moment où c'est au stade de cicatrice, on a de la peine parce que ces enfants à qui on aurait pu donner une chance s'ils étaient venus tôt, on ne peut plus leur donner cette chance parce que les parents ne les ont pas amenés au bon moment. Et la prise en charge se passe comment? La prise en charge, en fait, globalement, c'est comme chez l'adulte. Et donc, d'abord, il faut faire le diagnostic. Il faut vérifier la cause. Si c'est la drépanocytose, il y a un certain nombre de traitements qu'il faut faire. Donc, il faut prendre en charge la drépanocytose. Maintenant, si c'est une maladie cardiaque, donc le défect, il faut aller traiter le défect sur le cœur. Des fois, c'est souvent une communication entre les auricules ou bien les ventricules. Donc, il faut aller fermer ce défect-là. C'est de la chirurgie. Et on met des traitements pour éviter que le sang ne se coagule. Et que le cœur ne continue pas à produire des caillots de sang et qui vont être délétères au cerveau. Donc, tous ces traitements, on les met en place. Et en plus, on fait de la rééducation pour permettre à l'enfant de récupérer les fonctions perdues. Docteur, on va passer à la chronique de docteur Farid, justement, qui va nous parler du sommeil aujourd'hui. La régie, s'il vous plaît. Assez rapidement. Bon, docteur Farid, comment ça va? Coucou Essie, bien coucou dormi? professeur. Ouais. Bien dormi là? Non, mais c'est à moi de te poser cette question. Est-ce que tu as bien dormi pendant le week-end? Le sommeil réparateur, comme on dit, mais n'est-ce pas? C'est le sujet d'aujourd'hui. Je vais vous parler du sommeil. Sommeil qui est indispensable à notre bien-être, à la fois physique et mental. Donc, et si c'est quoi le sommeil pour toi en fait? Dormir, bien dormir. C'est juste bien dormir. Bien dormir. Le sommeil est crucial pour de nombreuses fonctions biologiques. Il permet notamment à notre corps de récupérer et de se régénérer. Pendant le sommeil, notre cerveau consolide les informations apprises durant la journée, ce qui est essentiel à notre mémoire et à notre apprentissage. De plus, un bon sommeil permet de contribuer à maintenir notre système immunitaire fort, à réguler les hormones et à améliorer l'humeur et les fonctions cognitives. On dit, tu as bien dormi, tu auras une bonne journée, quoi. Alors ici, comment on améliore la qualité de son sommeil? Tu me demanderas. Bien, il y a plein de choses. Il y a plein de choses à faire. Ouais. Par exemple, comme établir une routine. Ouais. Alors, il faut se fixer des heures de sommeil et des heures de réveil surtout, mais c'est aussi créer un cadre idéal à ce sommeil-là. Donc, tu ne vas pas bien dormir dans une chambre qui sent mauvais. C'est vrai. Une chambre qui est parfumée avec des draps tout douillets, bien aérés et tout. Écoute, je vais t'entendre ronfler à des kilomètres. C'est sûr. Il faut également limiter les stimulants en seconde moitié de journée. Pas de café, pas de cola, pas d'alcool, pas de cigarettes. Ça, c'est bien connu. Pas de café, docteur Farid. Non, mais le café en début de journée, écoute, quand tu passes ta vie à faire des diagnostics, tu es bien obligé de te stimuler un peu. Il faut également adapter une alimentation équilibrée, pas manger n'importe quoi, ça on le sait très bien, et pratiquer une activité physique régulière, mais pas en seconde moitié de journée. Plus préférer l'activité physique dans la matinée, comme ça on est fatigué en matinée et en soirée, on profite pour dormir. Donc voilà. Le sommeil est un pilier fondamental de notre bien-être, à la fois physique et mental. Et le sommeil impacte
le cerveau, et ça, le professeur nous le dira mieux. Alors, professeur, dans la seconde partie de ma chronique, nous avons une téléspectatrice, Madame Adjoa, qui a 35 ans, qui me demande... son fils est drépanocytaire, SS, et récemment, on lui a diagnostiqué un AVC. Est-ce que vous pensez qu'il pourra un jour se rétablir? Voilà, c'est la question qu'elle a pour vous. Merci, et nous remercions Adjoa pour sa belle question. Et comme je viens de le dire, et je ne sais pas comment le délai de diagnostic, plus tôt on fait le diagnostic, mieux c'est pour l'enfant. Donc si cet enfant a été diagnostiqué très tôt et qu'il y a eu déjà un traitement qui a été mis en place, normalement, et l'enfant récupérera jusqu'à certains seuils. Ça dépendra aussi de la profondeur du mal. Si c'est un AVC très vaste ou bien c'est un AVC un tout petit. Bon, quand c'est tout petit, les enfants récupèrent très vite. Mais quand c'est un peu plus grand, la récupération n'est pas totale. Mais étant donné que c'est un enfant, et si la prise en charge a été faite très tôt, donc normalement, on doit espérer que d'ici là, tout se passe plus ou moins bien et en fonction de la qualité de la prise en charge de départ. Mais docteur, en tant que drépano, est-ce qu'il n'y a pas un suivi qui se met en place? Oui, le suivi, en fait, théoriquement, un drépano est suivi déjà dès la naissance. Ça suppose que souvent, les enfants qui ont ce genre de complications, c'est qu'il y a eu un défaut de suivi. Parce que les suivis permettent d'éviter ces complications. Extrême, oui. Puis en fait, nous on a fait des thèses sur les complications neurologiques de la drépanocytose. Donc, on a constaté que plus tôt l'enfant est suivi, mieux c'est pour ce dernier, parce que lorsque la prise en charge en hémato n'est pas faite très tôt et bien, donc ça se complique souvent d'autres choses que aussi, en fait, pas seulement en neurologie, mais on voit d'autres complications en plus. Parce que aujourd'hui, c'est une maladie qu'on peut bien contrôler et on vit avec. Moi, j'ai des collègues, avant on disait que les drépanocytaires, leur durée de vie ou bien l'espérance de vie. On a tous entendu ça sur les bords. Les gens sont là, ils sont en bonne forme, en pleine forme. C'était pas des années inventées, ça ou bien Non, avant. Pourquoi? C'est parce que ces enfants mouraient des complications. Maintenant, étant donné qu'il y a un suivi, ce suivi permet à ces enfants ou à ces personnes de vivre normalement comme tout le monde. Donc, du coup, une personne déjà diagnostiquée drépanocytaire qui est suivie correctement, normalement, n'a pas le droit de faire de complications. Donc, s'il y a eu complications, soit il y a un petit défaut quelque part. Et donc, c'est le lieu d'inviter les parents qui ont des enfants qui sont drépanocytaires, de les envoyer à l'hôpital. Parce que la prise en charge est là. Il y a des structures qui prennent en charge très bien ces enfants. Il y a des médicaments qui permettent d'éviter les complications, genre AVC chez les drépanocytaires. Nous sommes toujours désolés de voir des enfants qui font des AVC, d'autant plus qu'on aurait pu éviter ces AVC si ils avaient été pris en charge correctement pour la maladie. En tout cas, j'espère qu'on a répondu à votre question, Madame Adjoa. Merci Farid pour ta chronique du jour. Écoute, je t'en prie. Et puis j'espère que la demain, on en aura encore plus. Sur le sommeil, c'est quelque chose qui est nécessaire à la vie. Vous ne dormez pas, vous mourrez. C'est pas. Et en fait, c'est pas un truc. Les gens pensent que le sommeil c'est. C'est fait pour les embêter. Non. Le sommeil. Si vous ne dormez pas, en fait, on a fait des études sur le sommeil. Peut-être c'est vrai, aujourd'hui on ne parle pas de sommeil, mais comme il a la chronique qui était sur le sommeil, il faut savoir que une personne qui ne dort pas bien peut faire aussi les AVC. Effectivement. Donc tout est lié. Que peut-on retenir, professeur, de tout ça? Oui, et globalement, les AVC, c'est parce que c'est les adultes. Les enfants peuvent faire des AVC. Et comme chez les adultes, plus tôt on fait la prise en charge, mieux c'est pour ces enfants. Donc, nous recommandons aux parents d'être très vigilants. Lorsque vous constatez que votre enfant n'est plus ou bien ne se présente pas comme d'habitude, il est de bon ton d'amener cet enfant voir un médecin ou bien un praticien hospitalier pour qu'on sache pourquoi l'enfant ne se présente plus comme d'habitude. Surtout si on voit que l'enfant dort un peu trop, mais pour les crises, ça fait toujours peur. Donc, les enfants sont toujours amenés à l'hôpital lorsqu'ils font des crises. Maintenant, lorsque vous constatez que l'enfant a une asymétrie dans les mouvements, il faut les amener très vite à l'hôpital. Maintenant, pour les enfants qui parlent, habituellement, ils le disent tout de suite
Donc, quand l'enfant dit qu'il y a un côté qui ne marche pas bien, il ne faut pas banaliser, il ne faut pas dire que l'enfant ne veut pas aller à l'école, surtout si c'est un enfant qui n'aime pas souvent aller à l'école. Donc, il ne faut pas toujours dire que l'enfant, c'est à cause de tel, ou bien ne justifier pas et le fait de ne pas amener cet enfant à l'hôpital. Parce que ça peut être grave. Maintenant, il vaut mieux amener cet enfant à l'hôpital pour qu'on dise qu'il n'y a rien que de dire que l'enfant est en train de simuler ou bien en train de fabriquer quelque chose. Parce que pour les AVC, plus tôt on prend en charge, mieux c'est. Et surtout, c'est un cerveau qui est en plein épanouissement, qui est en train de mettre en place les fonctionnalités de la vie prochaine de cet enfant. Donc, il ne faut pas laisser que cet AVC vienne gâcher l'avenir de ces enfants. Et donc, ici, ce n'est pas comme chez les adultes où ce que nous mangeons et buvons et qui est la cause de... Non, ici, c'est des choses qui sont constitutionnelles. Et comme je l'ai dit aussi, les anomalies de sang, des maladies de sang, la drépanocytose en est une, mais c'est ça qu'on a l'habitude. Il y a aussi les hémophilies qui peuvent en donner. Mais quand vous voyez votre enfant, comme je viens de dire, les 3 signes pour les enfants qui ne parlent pas, amenez très vite ces enfants à l'hôpital pour qu'on puisse les aider à protéger leur cerveau, parce que nous sommes ce que notre cerveau est. Merci beaucoup, professeur. Chers parents, soyez vigilants parce que les choses peuvent vous passer sous le nez, donc soyez vraiment, vraiment vigilants. Merci beaucoup, professeur. Je rappelle que vous êtes chef de service de neurologie du CHU Cara. Merci d'être venu. Merci beaucoup, Farid. Elle n'a pas beaucoup dormi, du sommeil. Merci beaucoup, Farid. Et puis on se voit demain aussi pour l'émission. Merci à Fofo Messi à la régie. Et puis merci à notre partenaire Voltic. Et un grand merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission Direct Santé. On se retrouve demain. Bye bye.